Il y a autant de raisons d'aimer l'animation japonaise qu'il y a d'amateurs et d'amatrices d'animation japonaise. Que ce soit pour l'histoire, pour la direction artistique, pour l'action, pour l'humour, ou pour le fan service. Tous ces aspects sont valables. Mais avant tout, l'animation japonaise est une industrie qui génère 2400 milliards de yens par année au Japon. Une industrie qui emploie près de 10 000 personnes dans les 800 studios récents au Japon. Des plus grands réalisateurs aux plus modestes assistants. Et évidemment, de ce nombre, beaucoup sont des femmes à tous les postes. Mais combien sont à la place la plus haute? Celle de réalisatrice. En écoutant le film animé Suprématie, une très sympathique œuvre qui raconte la quête d'une réalisatrice pour faire la meilleure série animée du moment, je me suis demandé s'il y avait réellement des femmes réalisatrices en animation. J'étais incapable d'en nommer une seule, tant au cinéma qu'en série télévisée. Mais c'était peut-être simplement moi qui manque de culture. D'ailleurs, si le light novel duquel est tiré le film a été écrit par une femme, Mitsuki Tsushimura, et illustré par Clap, donc des femmes aussi, le film a été réalisé par un homme, Koei Yoshino, et scénarisé par un autre homme, Yosuke Masaki. Ça en dit beaucoup sur l'industrie cinématographique japonaise. Après tout, les femmes ont fait leur place dans le milieu des mangas. Pourquoi pas aussi dans le milieu de l'animation? Sans être les plus présentes, les mangaka femmes connues ne sont pas trop difficiles à citer. Par exemple, Haru Itagaki, Yomiko Takahashi, Hiromu Arakawa, Yoki Urusibara, Naoko Takoshi, Machiko Ashikawa, la parraine des mangas modernes, Yoshiko Nishitani, Keiko Takamiya, Moto Agio, Koroayu Kotoge, Natsuki Takaya, Ai Yasawa, Ichiko Takano, Kore Yamasaki, Fumio Kono, Momoko Sakura, Yomiko Oshiba, Toshie Kiara, Yaeko Nikigawa, Akimi Yoshida. Et évidemment, mes idoles personnelles, Clamp.
ils oublient certainement bien d'autres excellents artistes moins connus qui ont marqué l'univers des mangas. Mais dans le milieu de l'animation, c'est plus compliqué. Si on retrouve beaucoup de femmes dans des postes plus anonymes, les postes prestigieux de réalisatrices, qu'elles soient spécialisées ou principales, sont beaucoup plus rares. Tout le monde peut citer des grands réalisateurs de films d'animation. Mais des réalisatrices, ça demande plus de réflexion. J'en ai sélectionné 9, dont le parcours est plus qu'inspirant. Déjà, je commence par un mensonge. Ni Reiko Okuyama, ni Katsuko Nakamura n'ont réalisé de films dans leur illustre carrière, mais ce sont des pionnières et les premières femmes à avoir joué un rôle central dans l'industrie de l'animation et à s'être élevées comme des modèles dans leur domaine. Reiko Okuyama, aussi connue sous le nom de Reiko Kotabe, est née le 26 octobre 1936 à Sendai, dans le Tohoku. Enfant à la santé fragile, elle passe l'essentiel de son enfance et par le fait même de la guerre, clouée dans son lit. Ses journées d'inactivité développent ses ailes, sa passion pour le dessin et développe son intérêt pour le théâtre et la création. Dans l'après-guerre, elle intègre le lycée Miyazaki Giguin, une école privée chrétienne, puis est acceptée à l'université Tohoku, réalisant le souhait de son père. Mais elle n'est pas très motivée et quelque peu en rébellion avec ses parents et elle quitte l'université avant la fin de son diplôme pour aller travailler à Tokyo, après avoir rempli plusieurs petits boulots. Elle entre au studio d'animation de la Toei, Toei Doga, sur recommandation de son oncle en 1957, croyant à tort qu'il s'agissait d'une maison d'édition de livres pour enfants. Ses habiletés autodidactes en dessin lui permettent de décrocher un poste d'intervalliste, de dessiner les dessins entre deux animations clés sur le célèbre film Akusaten. En 1959, elle est promue deuxième animatrice clé sur Shonen Slowtopie, malgré le sexisme virulent de certains dirigeants du studio. Elle occupe le même poste en 1960 sur Saiyuki, où elle s'occupe essentiellement d'atténuer la différence de style entre les deux principaux animateurs du studio, Yoshiji Mori et Akira Taikuara. Projet après projet, elle atteint le poste de chef animatrice, la responsable de tout le volet animation de projet, directement après le réalisateur, en 1962, sur Arabian Nighto, Setobato no Boken, une première sur un film à cette époque. Elle épouse en 1963 Yoshi Kotobe, également animateur chez Toei. Elle donne naissance à leur premier enfant peu de temps après. Et contrairement à la norme à l'époque,
qu'une femme doit quitter son emploi après la naissance de son premier enfant. Leiko Okuyama, elle, reprend sa place étoffée dès que ce fut possible. Fidèle à son caractère bien trempé et revendicateur, elle s'implique activement dans la syndicalisation du studio Toei Tsuga et siège sur le comité exécutif. Par représailles, au retour d'Okuyama de son congé de maternité, la direction de Toei ne lui propose qu'un poste contractuel plutôt que son poste permanent, offre qu'elle refuse. Avec l'aide du syndicat, elle récupère son poste permanent, mais est rétrogradée avec un salaire moindre. Elle ne néglige pas pour autant son travail de chef animatrice, œuvrant sur des projets comme Okami Solenken, Maochokai Sari Wapaku Oji no Orochi Taiji, Taiyo no Oji Orotsu no Taiboken, Mazinger Z et Emitsu no Ako-chan. Et ça n'a pas été son seul conflit avec la direction de Toei. En 1971, à la suite du décès de son président, Hiroshi Okawa, Shingeru Okada prend la relève. Au vu des problèmes financiers du studio, ce dernier procède à des licenciements massifs, pas toujours dans les règles. Leiko Okuyama s'est alors battu pour défendre les postes de ses collègues. En 1973, elle collabore au film Kanachimi no Baladonna, dernière œuvre de l'illustre Mochi Productions, studio du non moins illustre Osamu Tezuka. Elle quitte en 1976 Toei Doga pour joindre Nippon Animation avec son mari. Ensemble, ils travaillent sur l'animation des personnages de Ahavo Tanzurete Sanzeli. Elle s'occupe en 1977 de la conception des personnages d'Atsita et Ataku. Elle collabore néanmoins en 1979 comme indépendante avec son mari à un dernier film Setoe, Tatsuno Kotaro, comme animatrice de personnages. Dans les années suivantes, elle illustre plusieurs livres pour enfants et enseigne à partir de 1985 l'animation à l'Académie de design de Tokyo. À partir des années 80, elle se fait plus discrète dans le milieu de l'animation. En 1981, Isao Takahaka, avant la fondation du studio Ghibli, fait appel à elle comme chef animatrice sur Tarinko Tie. Puis de nouveau en 1988 sur un petit film presque anonyme, Otaru no Waka, le tombeau délicieux. Dans les années 90, elle s'intéresse à la gravure sur cuir et à ses possibilités artistiques. Elle est également chef animatrice sur le film Chibi Maroku-chan en 1991. Elle participe à un dernier film, Fuyo no I, en 2003, en réalisant avec son mari un des segments. Leiko Okuyama est décédée d'une pneumonie le 6 mai 2007. Elle reçoit en 2010 le 6e Tokyo Anime Award pour l'ensemble de sa carrière et pour son impact essentiel à l'histoire de l'animation japonaise. Une rétrospective de ses œuvres a également été publiée en 2019. La série Azadola Natsuzola
est librement inspiré de sa vie et de sa carrière. Tout aussi important, même si moins engagé politiquement, Katsuko Nagamura est né le 1er avril 1933 dans le Kwantung, les territoires chinois occupés par le Japon durant la guerre. Très intéressée par l'art, particulièrement la peinture, elle souhaite intégrer une école d'art très jeune. Mais il n'y avait malheureusement aucune école d'art en Kwantung. Elle suit ses parents au Japon en 1945 dans la région de Yamaguchi, au sud de l'île d'Honshu. Elle étudie au lycée Obei de la préfecture de Yamaguchi, puis intègre l'université d'art et design de Sosepi. C'est durant ces années à l'université qu'elle voit le film Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud, ce qui éveille en elle un amour de l'animation. Elle est engagée en 1956, c'est Toei Doga, en même temps que des noms importants comme Yatsuo Otsuga, Shoji Kono et Akemi Oda, animatrice émérite et future femme d'Hayao Miyazaki. Katsuko Nagamura y travaille sur les projets Akuzaden, Silozaden et Anzuto Suzumaru comme seconde animatrice clé. En 1961, elle épouse Kaolo Hanami, employé de l'agence publicitaire Medenza, grâce à leur ami commun Daikishiro Kazube, un collègue chez Toei Doga. Mais sa carrière prend réellement son envol en 1962, quand elle quitte pour le studio Machi Productions, sous la recommandation d'un ancien collègue, c'est Toei Doga, Yatsuko Sakamoto. Elle travaille alors sur Haru Machikado no Monogatari. Vu les équipes réduites, c'est Machi Productions et le rythme soutenu de contenu à produire, le studio se voit contraint d'employer la méthode de l'animation limitée, c'est-à-dire une animation réduite au minimum avec la réutilisation de mêmes décors et de mêmes personnages. En Occident, le studio Hanna-Barbera s'en était fait une spécialité. Grande défentrice, défenseuse, défendatrice. En faveur de ce procédé, Nagamura rentre en conflit idéologique avec Yatsuo Otsuga et surtout Isao Takahata, partisan d'une animation fluide et complète, mais plus onéreuse. En juillet 1963, Koharu Hanami, son mari, quitte Medenza pour devenir directeur général de Machi Productions, forçant Nagamura à quitter le studio pour devenir femme au foyer, mais débordée par les productions simultanées de Tatsuwan Otomo. Sangolo Taide et Wanda Sully, Hanami est forcée de lui demander de revenir pour travailler sur Wanda Sully. Puis elle devient chef animatrice sur Les Bonnes Nokishi en 1966. Shireiko Okuyama a été la première chef animatrice sur un long métrage. Nakamura a été la première
sur une série. Par son approche plus subtile et sa vision de femme, elle apporte une force et une profondeur au personnage féminin, là où ses collègues masculins ne faisaient que des sursexualisés. La tragédie frappe la même année quand son mari meurt subitement d'une hémorragie cérébrale. En bonne japonaise productive, Nagamura n'arrête pas pour autant de travailler sur les bonnes Nokishi. Mais elle reprend son nom de jeune fille, Katsuko Nagamura, elle qui travaillait sous le nom de son mari, Katsuko Anami, depuis son mariage. Elle travaille par la suite, en 1971, sur Anderson Monogatari, avant de suivre Osamu Tezuka dans son nouveau studio, Tezuka Productions, pour Foteki na Meremo. Ce même Tezuka lui demande également de le rejoindre dans son studio Nagaburamashi sur le projet de film Molino Densetsu, mais le projet n'aboutira que 20 ans plus tard, sans elle. Elle a continué tout le long des années 70 à travailler sur des projets de Tezuka comme chef animatrice ou conceptrice, comme Senya Ichiya Monogatari, Yasashi Reon, Cléopatra, Takuto Maminuki, Phoenix, ou encore Tao Tao Eokan. La vie Tao Tao. À la même époque, Tezuka rend directement hommage à Nagamura en s'inspirant d'elle pour son personnage de Shiyoko Wato dans son manga Mitsume Gatoru. Elle a été seconde chef animatrice sur Seigai Metsaku Dowa Oyayupi Hime Seto Edoga en 1978. Puis elle s'occupe de la mise en scène en 1982 de la série Fotsugi no Koni Alice. Au pays des merveilles. C'est Nippon Animation. Katsuko Nagamura est décédée le 3 août 2019. Elle a reçu à titre posthume le Tokyo Anime Award pour Agugaden. Les parcours de Neko Okuyama et de Katsuko Nagamura ont directement ouvert la voie à des animatrices respectées comme Nabutamo Keiko, Fotaki Magiko et bien d'autres, mais aussi, surtout, à des artistes féminines qui, elles, vont pouvoir avoir le plein contrôle et réaliser des séries d'animation et des films d'animation. Hiroko Tokita est né le 24 octobre 1956 à Tokyo. Bien avant l'animation, elle se destinait à une carrière scientifique durant ses études en physique au département de sciences de l'université Nihon. Elle accepte un petit poste à temps partiel comme siage de coloriste pour un studio d'animation. Elle a l'habitude et ça devient son occupation à temps plein en travaillant sur la série Kenkensu Robenkazen. Elle rencontre le réalisateur Yoichi Nologawa. Impressionné
par son talent, ce dernier l'invite à le joindre pour fonder un nouveau studio d'animation. C'est ainsi qu'en 1978, elle fait partie des fondateurs du studio Pierrot. Elle y travaille comme chef animatrice sur Ninotsu no Fonseki Natabi. Elle quitte le studio Pierrot en 1981 pour travailler sur Atitanozo, CTMS Entertainment. Mais après quelques années dans l'industrie, Hiroko Tokida se sent de plus en plus limitée comme simple animatrice et manifeste le souhait de moins en moins discret de pouvoir accéder au poste de réalisatrice. Opportunité qu'aucun studio n'est prêt à lui offrir. C'est Tatsunoko Productions en 1981 et le réalisateur Mitsuo Nishikubo qui lui propose de s'occuper des storyboards de la série Ogon Senzi Korondo Raiten, mais surtout de la réalisation du 29e épisode Kyofu no Benzi Kondetsuto. Elle devient alors la première réalisatrice sur une série d'animation commerciale. Elle joint le groupe TAC où elle est promue responsable du storyboard sur des séries comme Tatsukape, Karatsu no Kamen. Non, je ne veux pas. Arrêtez. Enlevez votre chemisier. Oh. Fotalitaka et Miyuki, série où elle rencontre le mythique réalisateur Kizaburo Shoji. Mais c'est en 1985 qu'elle atteint finalement entièrement son but et est nommée l'unique réalisatrice de la série Touch, un immense classique, en grande partie grâce aux recommandations de Shoji, qui y sera superviseur de l'animation. L'immense succès de Touch lui a permis de réaliser ensuite la série Iratali Ryoko, toujours appuyée par Shoji. En 1989, elle quitte le groupe TAC pour s'associer au studio Madhouse, où elle aura la charge d'une petite série. Ya voilà, série du manga culte de Naoki Urasawa. Elle signe également en 1992 le film dérivé de la série. Durant les années 90, elle continue d'assurer la conception des storyboards de quelques séries comme Ivetsan no Nibon, Bono Bono, ou Master Kitten, mais se consacre surtout à la réalisation de la Kolo Galotsu. Mitsuro Jidai, Tenzi Nanka Zanai, Saksan Monogatari, où elle touche pour la première fois à la scénarisation. Ultra Nyan,
Nazca. Kekenphase. Iyamino Matsue. Il va s'agir de sa dernière réalisation en carrière, car elle s'est tournée depuis les années 2000 vers la scénarisation et la supervision de scripts. Elle a collaboré à des séries comme X, School of Bone, Sozoka, Taiyo Shizoso, Masekon Yanyan Talento, Senkezutan Tsikime, Pace Girl, Atasensi, Happy Colomba et Kokin Idol Ai Malmien. Elle est à la retraite depuis 2009 afin de s'occuper de sa famille. Kazu Mitsuko est née probablement vers 1955 dans la région de Fukushima. Après ses études au Tokyo Design Kakuin, elle rejoint le studio Sunrise comme animatrice. Elle commence en travaillant sur les séries Yotsa Raidil en 1975 et Sanji Robo Combatter 5 en 1976. Elle est promue assistant en 1977 et collabore aux séries Sodenzi Maijin, Bolu Tezugo, Totsi Daimos et Milai Robo Tailu Tariatsu. Elle est choisie en 1980 pour réaliser tous les épisodes de la série Motenki Robo Tolanda Zizebun, devenant la seconde réalisatrice sur une série commerciale et la première réalisatrice sur une série de mecha. Exploit prestigieux au Japon. Puis elle réalise les séries Taikyo Robot Daioza et Sento Mecha Zadbongulu. Elle travaille dans les années 80 et 90 sur des séries comme City Hunter, Patlabor, Gundam, Dirty Pair, Street Fighter 2 5, Soko Kiai Motobusu, Galatsu no Kamen, Mama wa Sangaku Yorenze, DNA, et Trouble Chocolat, tant au storyboard que comme chef animatrice. Devenue une véritable référence dans son domaine, elle occupe les mêmes fonctions durant les années 2000 sur des séries et c'est une sélection très sélective comme Inuyasha, Dr. Stone, Détective Conan, Pokémon XY, Yakitate Japan, Last Exile, Kemika Nozomu Ien, Deadman Wonderland, Foster Edge, Dengen Lumpa, Yowamushi Pedal, Salio Dancy, ou encore Natsilo Kizenki.
Kaze Mitsuko n'a pas négligé pour autant la réalisation. Elle réalise Kitae en 2000, en 2002 et en 2005. Elle signe la très belle série Sensu Aiki Kanojo. En 2006, la série pour enfants Majime ni Fumajime Kaikensu Jololi, puis Crystal Blaze en 2008. Ristorante Paradiso en 2009. Tezuka Productions lui confie en 2011 la réalisation du préquel de Blackjack, le très originalement nommé Young Blackjack. Elle enseigne avec Magical Star Canon 100% en 2013 et signe depuis 2022 la série web Tiger and Bunny. Kyoko Sayama est née le 3 août, probablement autour de 1970, dans la préfecture de Saint-Amand. Après des études en art dans une école professionnelle, elle intègre le studio Junior comme animatrice en 1990. Dès 1991, elle se voit confier la supervision du storyboard de la série Obake no Elite, puis de nombreuses séries durant les années 90, comme Mao no Princess Mickey Bobo, Calibero, Cyber Marionette, Hampaman, Sendolin Mola Monokotali, Nintama Nentalo, Akazukin Tsatsa, ou encore So I Enzami. En 1998, elle épouse Tatsuya Kubagai, son collègue animateur au studio Junior. Dans les années 2000, Sayama continue de s'imposer comme une référence dans la conception de storyboard en travaillant sur des séries comme Hunter x Hunter, Chobits, Princesse Tutu, Nana, Death Note, Cardcutter Sakura Clickcut, XXX Holic, et Masoko no Iluboku, No Game No Life, Parasite, Ore Monogatari, Kobato, Seiko Pass, Seiko Koba Café, Aioli Aussie, Aria, Sakura Sonobeto no Karajo, Bloodlight, ou encore Fumetsu no Anatae. Elle a également ajouté la scénarisation à son trousseau en adaptant les séries Sobadolo Rikatsan, Bakula Gaita et le très beau Godzilla no Kola Wasayo no Uto. Mais ce qui nous intéresse, c'est son parcours de réalisatrice. Et Kyoko Sayama y a aussi fait sa marque. Elle a commencé en étant assistante réalisatrice sur les OVA Tenkan Deronga no Ilu Ubu en 1990 et le très familial Mensa Ryogenden en 1991. Elle se voit donner en 1995 la chance de réaliser un épisode sous forme d'OVA des titres Fotseki no Kuni no Miyokitsan, c'est Aniplex, et Saiyan Eiju au studio Junior.
elle doit attendre l'an 2000 pour réaliser entièrement un OVA avec Tenji Kiryoku. Suivra l'année suivante sa première série, Shin Senyayoki Hime Densetsu Pretty. Puis elle réalise en 2002 le téléfilm Black Zack Inochio Mengelu Yonsu no Kiseki. Elle se verra confier son plus gros projet en 2008 avec les différentes séries Vampire Knight. Puis Sayama a enseigné dans les années 2010 la réalisation des séries Skip Beat, Brave et Amatsu Advance. Sayo Yamamoto est né le 13 avril 1977 à Tokyo. Durant ses études au Collège d'art et design de Tokyo, elle développe une passion dévorante pour l'univers de l'animation, au point de délaisser tous ses autres cours. Pour son projet final d'études, elle décide de réaliser un court-métrage d'animation centré autour des samouraïs, en prenant comme modèle le mythique Toshiro Mifune, projet qu'elle a naïvement montré une fois son diplôme obtenu au non moins mythique Satoshi Kon, alors en préparation de Millennium Actress. Ce dernier a été si impressionné et enthousiaste qu'il l'a engagé immédiatement sur le film. Mais la production lui a signalé qu'il ne pouvait pas engager une étudiante à l'impromptu et Yamamoto a dû quitter le projet. Ça lui a permis néanmoins d'attirer l'attention du studio Madhouse qu'il a engagé pour travailler sur les storyboards de la série X. Impressionné par son travail, les réalisateurs Takeshi Koike et Katsuto Ishii lui ont demandé de s'occuper des storyboards de leur OVA Drive First Planet, tout en s'occupant de storyboards d'épisodes de la série Dragon Drive. Et alors qu'elle n'est au studio que depuis à peine 2 ans, elle va même réaliser son propre épisode sur cette série. Côté storyboard, elle va contribuer à des séries comme Death Note, Abenobashi Mao Sodangai, Galaxy Enzo, High School of Dead, ou Sekimatsu Okaroto Gagui. En plus de ceux des films Evangelion C, Genki Zorban Ha et Redline. Yamamoto s'est également fait une spécialité de réaliser des openings ou des endings de séries. Nous lui devons ceux de Shingeki no Kyojin, Psycho Pass, Gokusen, Anamaru Yoshien, Arakawa Under the Bridge, Osano Soroi Kurashi et Shingeki no Barabuto. Elle continue néanmoins d'être demandée comme réalisatrice d'épisodes comme sur Theolise, Gun Laser Girl, Goki no Sien Iroka, Ergo Proxy et le désanté Panty Ando Sotogengu Wizu Gatabuletto. Mais c'est sa rencontre en 2003 avec le duo
Sensei Watanabe et Dai Sato, les créateurs de Cowboy Bebop, qui va permettre à Yamamoto de monter d'un cran dans sa carrière et d'avoir plus de liberté artistique. Elle va également y signer plusieurs épisodes comme réalisatrice. Ils feront de nouveau appel à elle 10 ans plus tard pour travailler sur les mêmes postes sur un autre de leur projet, Space Dandy. Elle va également y réaliser le générique de fin. Takeshi Koike va également faire appel à elle pour les costumes et la direction artistique dans le court-métrage Road Record de l'anthologie animatrice. Malgré avoir débuté dans l'animation depuis moins de 10 ans, Yamamoto a réussi à être considérée comme une des artistes les plus prometteuses du milieu très rapidement. Si bien qu'en 2006, le studio Manglobe lui propose de réaliser sa propre série. Flattée, elle ne sait pas néanmoins quelle histoire elle veut raconter. Elle prend une pause en 2007 et part voyager au Brésil. L'ambiance, la culture et les couleurs de ce pays sud-américain vont l'inspirer. De retour au Japon, elle accepte l'offre de Manglobe et naît Mexico Toachi, série qui raconte la quête d'une ancienne détenue aidant une jeune fille à retrouver son père dans un pays anonyme d'Amérique du Sud, mais qui est fortement inspiré de la culture brésilienne. Yamamoto voulait une série que les femmes rentrant du travail pouvaient suivre une bière à la main. La série a été un immense succès, si bien que 4 ans plus tard, on lui propose la réalisation d'une série tirée de l'univers de Lupin le troisième, mais centrée sur le personnage de Fujiko, Lupin de Deux, Mimi Fujiko Tuiu Onna, plus sérieuse et sombre que la série originale. Yamamoto et sa scénariste Mari Ogata traitent la sensuelle Fujiko avec plus de considération et explorent sa psychologie. Cette série lui a permis de remporter le prix de la nouvelle venue au Festival des arts médiatiques du Japon de 2012. Ayant envie d'un projet plus artistique, elle a proposé au Neon Animator Miyonichi le court-métrage Endless Night en 2015, de plus en plus associé au public féminin. Yamamoto en a fait sa force et a proposé en 2016 l'ultime série pour femmes, Yoli on Ice. Mais Yoli on Ice serait un titre plus juste. Elle travaille depuis 2017 sur le film de Yoli on Ice, son premier long métrage. Yamamoto a eu un début de carrière tonitruant, mais a stagné artistiquement par la suite dans différents postes pour exploser grâce à Michiko Toachi, Mine Fujiko
et surtout Yoli on Ice. Je sens que ces prochains projets vont faire du bruit. Revenons justement sur Mali Okada, la scénariste de Mimi Fujiko, car son parcours est fascinant. Mali Okada est née le 23 avril 1976 à Seisebu, à l'ouest de Tokyo. Son enfance est loin d'avoir été heureuse, puisqu'elle a été profondément marquée par le divorce de ses parents quand elle avait 3 ans. Pour rien arranger, elle a été victime tout le long de son parcours scolaire d'intimidation. Souffrant d'anxiété sociale, elle a dû manquer beaucoup de jours d'école en restant chez elle, cloîtrée dans sa chambre. À l'adolescence, elle découvre l'écriture et la création qui vont lui permettre de canaliser son anxiété et de s'exprimer. Néanmoins, ses créations ne suscitent pas la moindre sympathie ou respect de la part des autres étudiants, vu son trop grand nombre de jours d'école manqués. Son lycée refuse qu'elle obtienne son diplôme, mais elle reprend ses examens de ses ailes, qu'elle réussit haut la main. Ni la direction, ni ses professeurs ne semblent estimer qu'elle est destinée à de grandes choses. Au contraire, ils ne cessent de lui répéter qu'elle ne survivra pas dans le monde réel, en dehors de son imagination. Et pourtant, au printemps 1995, son diplôme en poche, elle s'inscrit à l'école des médias ludiques de Tokyo dans le programme de jeux vidéo. C'est dans cette école qu'elle va découvrir une passion pour l'écriture de scénarios, malgré son anxiété qui la gêne dans ses contacts avec les autres étudiants. Elle décroche de premiers petits contrats consistant à traduire des entrevues pour des magazines et à créer des scénarios pour des films vidéo pornographiques. Elle commence aussi à collaborer à des scénarios de manga, de films, de jeux vidéo et de dramas audio dans le milieu indépendant. Elle rencontre le réalisateur Tetsulo Abino qui fait appel à elle pour des idées de la série 88. Elle va finir par écrire 5 scripts d'épisodes. Amino l'aide aussi à mettre sur pied, grâce à un Kickstarter, son premier projet d'animé basé sur son expérience personnelle. Projet qui ne verra jamais le jour, mais qui influencera ses prochaines histoires. Malgré tout ce qui était contre elle, Mari Okada se fait de plus en plus un nom comme scénariste et son autobiographie a grandement aidé à sensibiliser l'opinion publique contre l'intimidation à l'école. Elle a pu participer au scénario des séries Toradora, Kuro Shizuchi, AKB 0048, Oni Kamigami Yama no Onari, Ano Anna,
Lololi Kenzing, Antalo, Kitae, Kodomo Nozikan, Adasaku Iloba et Nagino Asukala pour les plus connus. Et bien sûr, le Benetud Meme Fujikoto Io Onna avec Sayo Yamamoto à la réalisation. Elle n'est pas en reste au cinéma puisqu'elle signe les scénarios des films d'animation Kaigetsu Jololi en 2006 et 2015, Seda Bololo en 2007, Adasaku Iola en 2013, Kokoroga Sakepi Dankandaronda en 2015, Solano Oasao Selo Itoyo et Kimidake Mi Modedanda en 2019 et Nakitai Watashi wa Reko Okaibelu en 2020. En plus des scénarios des films Sensei Tsukini Nate mo Iu Desuka ainsi que Angoku Zuzi en 2017 et Akuno Anna en 2019, ainsi que l'histoire et les paroles des chansons de la version musicale de Koro Shizushi en 2010 et les paroles de plusieurs autres chansons. Elle signe aussi en 2012 l'adaptation en manga de sa série Anohana et en 2014 l'adaptation en manga de Vixos et en 2016 le scénario original du manga Arabolo Kiritsu no Otome Tomoyo qui a été adapté en série animée en 2019. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'elle a fait ses débuts comme réalisatrice en 2013 avec le court-métrage Tokyo Halloween Night. Mais c'est en 2018 qu'elle a ouvert les yeux de toute l'industrie de façon fracassante en signant le scénario et la réalisation du film Sayonara no Asa ni Yakusoku no Ana Okazalo, film qui a triomphé dans plusieurs festivals, en plus de très bien fonctionner dans les cinémas japonais et étrangers. Son second long métrage, Alice terrestre no Baboroshi Kozo, est sorti en 2023. Elle est devenue, en 2011, la première femme à gagner le prix Animation Kobe pour Anohana. Atsuko Ishizuka est née le 3 septembre 1981 à Okazaki, au sud de Nagoya. Contrairement aux artistes classiques du milieu de l'animation, elle n'a pas grandi en s'intéressant aux animés et aux mangas, mais plutôt à la musique et à l'art graphique, ce qui explique qu'elle s'inscrit à l'université d'art de la préfecture d'Aichi en design graphique. C'est dans ce programme qu'elle commence à s'intéresser à l'animation vidéo dans un but purement artistique, sans objectif d'en faire une carrière. Durant ses études, Ishizuka produit donc plusieurs courts-métrages d'animation pour accompagner des morceaux musicaux qu'elle apprécie. Une de ses œuvres se retrouve au Festival international des courts-métrages de Téhéran, au Digital Station de NSK. Ainsi
concours d'animé d'Okasese en 2003. Un autre de ses courts-métrages, Grebona, toujours en 2003, remporte le prix Katsunori Aluta du Festival d'animé indépendant et une mention honorable encore au Togasese, ce qui attire l'attention de la télé d'État japonaise NSK et du studio Madhouse. NSK lui offre alors de produire des segments d'animation pour accompagner leur populaire émission Mina no Uta. Mais entre-temps, elle avait déjà accepté un poste d'assistant chez Madhouse. Et Shizuka ne voulait pas trahir la confiance du studio en acceptant un contrat extérieur. Mais pour l'équipe de l'émission, un non n'est pas une réponse acceptable. Les producteurs ont donc commandé une vidéo musicale pour Mina no Uta au studio Madhouse qui serait réalisé par Ishizuka. C'est donc en 2004 qu'elle a produit sa première réalisation, Sokino Watch. Elle a donc alterné dans les années suivantes entre les postes d'assistant au réalisateur et de responsable du storyboard chez Madhouse sur des séries comme Monster, Nana, Ebisu, Maple Story, Horozuka, Morio no Ako, Seizu Suto Obu et Seiya Yafuru, et la réalisation des clips vidéo, toujours pour Mina no Uta, Sen no Ana, Sen no Sola en 2005 et Lucy en 2007. Et Shizuka travaille sur un premier film d'animation en 2007 en étant chef animatrice sur Piano no Molly. La même année, Madhouse l'a fait figurer à l'avant-plan de leur kiosque au marché international des animés de Tokyo, la décrivant comme une de leurs meilleurs éléments, avec notamment Satoshi Kon. Le studio lui propose en 2009 une première réalisation dans une série d'animation avec l'anthologie Aoi Bangaku, aux côtés, entre autres, de Tetsulo Araki, réalisateur de Death Note, et de Shingeki no Kyojin, et de Morio Asaka, réalisateur de Chobits, Nana, et bien sûr, Hardcaptor Sakura, devenant la première femme à réaliser une série chez Madhouse. Elle réalise en 2011 11 des 22 épisodes de l'adaptation en animé de la fort populaire série Supernatural. Puis elle passe définitivement à la réalisation en 2012 avec Sakura Sonopetto Nakarazo et réalise les cinématiques de Persona 4. Elle va enseigner avec les séries No Game No Life, Anna Yamata, Poretsu Obu Sudoraido et son chef-d'œuvre Sola Yorimo Toho Basso. C'est en 2017 qu'elle a la chance de réaliser un premier long-métrage avec No Game No Life 0. Même si, en tant que femme, elle a tenté d'atténuer
un peu la sursexualisation des personnages féminins et le fanservice, autant pour le film que pour la série. Le film a très bien fonctionné au Japon et lui a apporté la crédibilité pour sortir en 2022. Goodbye Don Cleese, projet personnel qu'elle a réalisé et écrit. Les réalisatrices sont des rares dans l'industrie japonaise, mais les réalisatrices et scénaristes de leur propre projet encore plus rares, avec la confiance d'un grand studio comme Madhouse. Et à peine 42 ans, Atsuko Ishizuka a un brillant avenir devant elle. La dernière, mais ô combien pas la moindre, Naoko Yamada est née le 28 novembre 1984 à Kyoto. Sans grande surprise, elle adore dessiner depuis l'enfance. Elle recopie des personnages de Patlabor et de Dragon Ball. Elle est aussi une avide amatrice de Doraemon, de Crayon Shin-chan et des films du studio Ghibli. Mais c'est aussi une enfant normale qui est membre du club de volleyball à l'école primaire et des clubs de tennis et de photographie au lycée. C'est à l'université d'art et de design de Kyoto qu'elle pousse ses études en s'intéressant à la peinture à l'huile et en intégrant le club d'effets spéciaux, ce qui explique qu'elle a graduellement délaissé la peinture durant ses études pour les maquettes en 3 dimensions et la sculpture. Diplôme en poche, elle décide tout d'abord travailler dans le milieu du cinéma, mais intègre plutôt le studio Kyoto Animation après avoir vu une de leurs publicités. Elle débute sa carrière en 2004 sur Inuyasha, où elle s'occupe de l'interpolation, l'effet de mouvement entre les trames. Entre 2005 et 2007, elle collabore à l'animation clé et au storyboard de séries comme Air, Full Metal Panic, Shoujo Miya Aloui, Canon, Monto, Uraki Suta. Elle occupe les mêmes fonctions sur Glanan, en plus de se faire offrir la chance de commencer comme réalisatrice en s'occupant de 3 épisodes. Passionnée de musique depuis l'enfance et ayant même formé des groupes à l'école primaire et au lycée, le studio lui propose de réaliser sa propre série tournant autour de 5 adolescents formant leur propre groupe de rock, K-On. C'est sur ce projet qu'elle va commencer à travailler avec l'auteur et scénariste Leiko Yoshida. Cette dernière va écrire toutes les séries ou films que Yamada va réaliser par la suite. Même si elle s'impose comme réalisatrice, elle va continuer à collaborer au storyboard de séries comme Shonebio Demokoi Kasitai, Bosenken no Phantom World et Violet Evergarden.
Mais sans réaliser les séries en entier, elle s'occupe essentiellement depuis 2009 de la réalisation et des storyboards de séries comme Zozomiya Aloli, Bisetsu, Ioka, Solone et des petites séries comme Tomako Moiken, Kyokai no Kanata, Kobayashi-san Zino Medoyagon et Free. Mais Yamada n'a pas oublié son attirance pour le cinéma. En 2011, c'est elle qui réalise la version cinématographique en animation de K-On! Le film a remporté plusieurs prix au Japon, ainsi que première nomination pour le prix d'Académie japonaise de meilleur film d'animation pour Yamada et a été un des plus gros succès dans les cinémas japonais avec presque 2 millions de haines au box-office. En 2013, elle enseigne avec Tamako Love Story, film tiré de sa série Tamako Moiken. En plus de la réalisation et des storyboards, elle y a aussi signé la musique. Elle se fait offrir en 2016 de réaliser un premier film qui ne serait pas tiré d'un animé et qui a fait son petit bonhomme de chemin, Koe no Katachi Silent Voice. Le film raconte comment Soko Nishibiya, une fillette sourde, est harcelée par Soya Ichida au point de devoir déménager. Se retrouvant adolescent, Soya fera tout pour se racheter. Un des plus gros succès au Japon de l'année 2016, derrière Your Name, un autre film d'animation. Le film a mis en lumière tant l'harcèlement à l'école que le quotidien d'un enfant handicapé, sujet trop rarement traité. Son film a remporté une dizaine de prix ainsi qu'une deuxième nomination de l'Académie japonaise de meilleur film d'animation pour elle et a connu son plus gros succès en salle. Le discret, mais tout aussi magnifique Yamada signe en 2018 Listo Aoi Toli, un scénario original de Leiko Yoshida, inspiré de l'univers d'Hibike Yofuni Amu. Le film récent comment deux amis, Notsumi et Misole, travaillent sur le prochain morceau de l'orchestre de leur école, les Onheim-Blower, Lys et l'oiseau bleu. L'histoire de l'opéra aura un drôle d'écho sur leur propre histoire. Le 18 juillet 2019, un incendie se déclare au studio 1 de Kyoto Animation, le principal studio d'animation de l'entreprise. Senji Aoba, un homme souffrant de problèmes mentaux et ayant déjà fait de la prison, aurait envoyé des centaines de menaces de mort au studio depuis 2 ans, sous prétexte qu'il lui aurait volé des idées d'histoire, ce qui n'a jamais pu être prouvé. Pour se venger, il profite de réunions dans l'immeuble normalement sécurisé
pour s'introduire et asperger d'essence le rez-de-chaussée du bâtiment ainsi que les sorties de secours. Piégeant les employés à l'intérieur. Il asperge également d'essence des employés cherchant à fuir le studio. Gravement brûlé, Aoba est arrêté par la police et conduit à l'hôpital, avouant son crime. Sur les 76 employés présents dans l'immeuble, 36 ont perdu la vie et 33 ont été sévèrement blessés. De ce nombre, 27 sont retournés au travail peu de temps après. Sur les 36 victimes, 21 étaient des femmes, ce qui est énorme compte tenu que le studio employait beaucoup plus de femmes que la moyenne des autres entreprises. Il s'agit de la pénurie de masse au Japon depuis la guerre du Pacifique. Naoko Yamada était évidemment présent, mais y a réchappé sans blessure. Mais son collègue Yatsuhiro Takemoto, réalisateur d'Amabori et de Kobayashi-chan Tino Medolagon, n'a pas eu cette chance. La tragédie a entraîné une vague de sympathie dans le monde pour aider et supporter les victimes. En une semaine, 2,4 millions de dollars ont été amassés pour supporter les familles des victimes et les survivants. En tout, c'est plus de 30 millions de dollars qui ont été récoltés. Le procès de Senji Aoba a débuté le 16 décembre 2020. Il a été inculpé de 5 chefs d'accusation pour meurtre et incendie criminel. Le Studio 1 a été démoli entre novembre 2019 et avril 2020, ce qui a ralenti la production de séries. C'est Kyoto Animation. Le studio aimerait construire un parc commémoratif sur le lieu du drame, mais le voisinage s'y oppose pour ne pas troubler leur quiétude. Suite à cette tragédie, Yamada décide de quitter Kyoto Animation pour réaliser la série Enke Monogatari en 2021. C'est Science Solo, sa première série destinée au marché du web. Puis elle réalise en 2022 le 7e et dernier épisode de la série Mandala Tokyo pour Amazon, ainsi que le court-métrage Garden of Remembrance, session solo, créé spécifiquement pour le Festival international du film d'animation d'Annecy, mais qui a fait la tournée des festivals. Son dernier film, Kimi no Illo, devrait sortir en 2024. Réalisatrice à la vision unique et qui apporte un soin méticuleux à ses personnages, Naoko Yamada a su s'imposer comme une créatrice à part entière et imposer son univers à même pas 40 ans. C'est tout un exploit
pour une femme dans le milieu de l'animation japonaise. Avec le nombre de séries d'animation et de films d'animation que le Japon produit, cette réalisatrice, c'est bien, mais c'est vraiment trop peu. J'aurais pu aussi parler de Matsumoto Rie, de Makoto Moriwaki, de Kosaka Alume, de Kon Seaki, d'Otsumi Hiroko, ou d'Ai Yoshimura, qui ont réalisé plusieurs épisodes de séries, mais dont le parcours est très peu documenté. Il est probable que dans mes recherches, je n'ai pas vu d'autres réalisatrices qui, dans les années passées, se sont occupées d'un épisode isolé d'une série ou d'un film d'auteur moins connu. Mais ça reste un portrait légitime. Mais pourquoi sont-elles si peu nombreuses alors que les femmes représentent plus du tiers des employés des studios d'animation? Pourquoi si peu deviennent réalisatrices? Il y a clairement beaucoup de facteurs, mais il faut d'abord se tourner vers le modèle d'organisation du travail japonais. Le milieu de l'animation est un milieu très difficile. Faire de l'animation, c'est un long processus. Ça demande une grande équipe qui travaille à la scène dans de mauvaises conditions de travail durant des heures interminables pour un bas salaire. Ce sont des journées de 30 heures et des semaines de 10 jours. Ça demande des sacrifices et d'oublier sa propre vie pour le projet. C'est vrai dans la plupart des entreprises japonaises, mais c'est encore plus cruel dans le milieu de l'animation. Investissement de temps et d'énergie que les femmes ne seraient pas prêtes à mettre. Pour citer Yonebayashi Iyomasa, réalisateur de Kaligoyashi no Ariete, Made no Mani et de Maritomayo no Anna, les hommes sont idéalistes, les femmes sont réalistes, les hommes sont prêts à tout pour un projet, alors que les femmes vont évaluer toutes les implications pour choisir ce qu'il y a de plus valable pour elles. Les plus grands réalisateurs peuvent se consacrer à leurs films ou à leurs séries car ils ont une femme à la maison pour s'occuper de leurs enfants et du logis. Le système social japonais ne donne pas ce luxe aux femmes. À ma connaissance, mais je peux me tromper, ni Yamada, ni Ishioka, ni Okada, ni Mitsuko, ni Sayama n'ont eu d'enfants entre leur carrière et leur famille. Elles ont choisi leur carrière. Aucun Japonais n'a à faire ce choix. Selon Minako Fuyotsi, la seule productrice d'anime de l'industrie, le milieu de l'animation ne fait rien pour favoriser la conciliation travail-famille. Nous l'avons vu dans le cas de Leiko Okuyama et de Katsuko Nagamura. Un congé de maternité équivaut encore à un congédiement. Les choses se sont améliorées en 60 ans, mais encore très loin de la parité
et de la normalisation de la maternité. Pendant longtemps, les seuls postes offerts aux femmes étaient ceux de circuit, d'encreuse et de coloriste. C'étaient des fonctions abondantes, mal payées, qu'une femme pouvait faire de ses ailes, un pinceau dans la main droite et un bébé dans la main gauche. Les choses ont évolué, mais ça reste des fonctions encore majoritairement féminines dans les studios. Quand Yoko Hata et Hideaki Hata, un couple marié d'animateurs, ont fondé Kyoto Animation en 1981, ils avaient en tête d'engager beaucoup plus de femmes dans des postes importants et avec des conditions décentes, comme Osamu Tezuka avec Mochi Productions et ses autres studios, ou Hayao Miyazaki et Isao Takahata Ghibli l'ont fait avant eux. Mais ça ne reste que quelques studios dans les centaines que compte le Japon. C'est pourquoi encore trop de femmes acceptent des petits postes précaires, souvent en sortant de l'université, qu'elles pourront facilement quitter si elles tombent enceintes ou s'accrochent à un poste d'assistant sans viser plus haut pour ne pas déranger. Et il faut le dire, les Hayao Miyazaki, les Isao Takahata, les Satoshi Kon, les Mamoru Osada, les Hideaki Anno, les Serichiro Watanabe, les Makoto Shinkai, les Mamoru Oshii, les Yoshiyuki Tomino, les Osamu Tezuki ou les Tachiyuki Nakai ont des illustres carrières, mais ce sont des dictateurs impitoyables avec leur équipe. Ils ne le sont pas uniquement par sadisme, mais parce qu'ils ont à cœur la réussite du projet, se soucient peu de mettre des gants blancs et d'être diplomates. Réaliser dans le monde de l'animation demande une confiance en soi et un leadership qui peut créer bien des dommages à la fin d'un projet. Si les femmes en sont capables aussi, elles n'ont pas la même approche du travail d'équipe, ce qui peut leur fermer des portes. Pour certains producteurs, associant ce respect à de la faiblesse et à un manque de caractère. Mais il faut être honnête et le dire. La principale raison qui freine les femmes dans le milieu de l'animation est le sexisme. Le Japon est une société très marxiste, mais au-delà de cela, il y a plusieurs exemples plus concrets pour le démontrer. Le milieu de l'animation japonais est un boys club. Les présidents sont des hommes, les propriétaires sont des hommes, les producteurs sont des hommes. Ils collaborent entre hommes, s'entraident entre hommes et se valorisent entre hommes. Y entrer, se créer des contacts et y progresser est très difficile pour une femme. Il est d'ailleurs fascinant, mais normal, de remarquer que toutes les femmes, dans une heure et le parcours, ont travaillé les unes avec les autres
sur les mêmes projets et se sont croisées, que ce soit volontaire ou du hasard. Elles se sont entraidées d'une façon ou d'une autre. Les réflexes sociaux, l'attitude et les attentes seront très différentes qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Pour encore trop de dérision au Japon, la place d'une femme est dans de petits boulots mal payés d'ici qu'elle se marie et élève des enfants. Ça ne vaut pas la peine de les promouvoir. Si elles sont pour partir dans 6 mois, mettre bas à leur progéniture, elles ne sont pas fiables et ne peuvent pas, toujours selon eux, supporter le rythme d'une grosse production. Il y a un fort sentiment d'infantilisation des femmes dans la culture japonaise. La preuve est que dans la plupart des œuvres japonaises, les personnages féminins restent fragiles, ont besoin du héros pour la sauver et sont essentiellement des symboles sexuels et sexualisés. Même les personnages les plus forts, même les plus grandes guerrières, à quelques exceptions, finissent femmes au foyer, au simple outil de fanservice. Les femmes au Japon sont perçues de la même façon. Pour ces raisons, les hommes auront plus de chances de réussir que les femmes. Un homme qui réalise un projet qui ne connaît pas de succès aura très souvent une deuxième chance, voire plus. Parlez-en à Satoshi Kon. Une femme qui réalise un projet qui ne rencontre pas de succès sera la preuve que toutes les femmes sont incapables de réussir et que c'est une perte de temps et d'argent de les laisser réaliser. Les femmes seront aussi souvent associées au sort de la romance et des animés pour adolescentes. Donc, cantonnez à seulement quelques heures, alors que des femmes amatrices de mecha, amatrices de récits violents de ninja, amatrices d'humour coquin, amatrices de fantaisie et de science-fiction. Il y en a autant que les hommes, et avec une approche aussi pertinente. Finalement, le milieu de l'animation vit depuis les années 2000 le même phénomène que le milieu des mangas a vécu dans les années 70 et 80, à savoir la lutte de quelques femmes pour désenclaver les créatrices des histoires romantiques, pour prouver qu'une femme peut toucher à tout, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire dans le milieu des mangas pour obtenir une certaine parité avec les mangaka hommes. L'écart dans le ratio homme-femme est de moins en moins marqué. Le milieu de l'animation vit à son rythme la même chose. Je ne prétends pas avoir raison. Cela reste mon analyse de la situation au meilleur de mes connaissances et de mes recherches. Mais il est évident que depuis les années 2000, le milieu de l'animation japonais évolue lentement, offrant
une fois à quelques femmes, mais à des femmes quand même. Et le public sera toujours ouvert à des récits différents, à des narrations différentes, pour continuer de rêver et d'entendre de bonnes histoires.